Nous sommes ravis de vous faire face aujourd'hui là, pour ce dernier débat donc, de ce colloque qui est un vrai marathon, hein, qui a duré quand même 3 jours, avec beaucoup d'intervenants de qualité. Et c'est encore, ce sont des intervenants de qualité qui terminent ce colloque que je vais vous présenter dans un instant. Je me permets moi de me présenter aussi dans une sorte d'auto-promotion. Je suis Stéphane Père, je suis journaliste à France Info. J'ai l'honneur de participer à ce débat parce que j'ai été identifié comme, on va dire, un ami d'Haïti et non pas un spécialiste, mais au moins, c'est vrai que ayant été là-bas en tant que journaliste et en tant que citoyen, j'ai pu aussi me faire une idée et en garder aussi beaucoup de liens avec notamment des journalistes. Et c'est aussi à ce titre, je pense que je suis invité ici en tant que journaliste. C'est-à-dire que je pense que ce type de colloque, comme Catherine a pu le dire tout à l'heure pour le New York Times, a l'intention aussi de décloisonner surtout les disciplines pour permettre de parler de la double dette, du destin d'Haïti et d'essayer de mettre un pied dans la porte pour essayer de faire avancer en fait ce dossier de manière significative. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment très particulier, très inédit dans toute l'histoire d'Haïti, de la France et du monde, que ce soit autant politique que géopolitique, on va en reparler. Et je pense qu'à ce titre, vous êtes invités, vous, dans la salle, qui êtes pour certains haïtiens, qui vivez en France ou qui êtes de passage, à intervenir dans ce débat, au cours de ce débat, et ne pas forcément attendre la fin des questions traditionnellement. On va essayer d'exploser un petit peu les formats. On a peu de temps, mais quand même, on va essayer de faire circuler au maximum la parole. Alors, je vais présenter mes invités. Jean-Marie Théodat, dans un premier temps, qui est à mon extrême gauche, qui est, on va dire, le géographe de la partie. Non, il n'y avait pas du tout d'allusion. Enfin, c'est à confirmer, il nous dira. Agrégé de géographie, maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc voisin. Vous êtes impliqué aussi dans toute une série je vais dire, de cellules qui sont là pour justement faire connaître la Caraïbe, faire connaître aussi toutes les problématiques géographiques, historiques, géopolitiques aussi de cette région. Vous gardez un lien très fort avec le monde universitaire. Je crois que vous êtes toujours professeur d'État professeur pour l'Université d'État d'Haïti. Tout à fait. Depuis 91, c'est bien ça. Vous avez aussi, ça je voulais le signaler, une implication dans l'UMR Prodigue, hein, qui est une sorte à la fois de laboratoire et de ruche un peu, hein, de chercheurs pour essayer de faire connaître en fait toutes les problématiques qui concernent la Caraïbe, dont la question de la double tête et les questions historiques. Vous avez aussi présidé le campus de l'université de Limonade, hein, qui se trouve au nord du pays, près de Cap-Haïtien. Et c'est à ce titre aussi que vous gardez énormément de liens avec Haïti. Et c'est aussi à ce titre-là qu'on va réclamer votre parole pour parler d'Haïti aujourd'hui. On a besoin d'avoir la parole aussi d'Haïti aujourd'hui et de savoir aussi quelles sont les problématiques aujourd'hui. Je précise aussi que vous êtes un spécialiste de l'histoire et de la double dette aussi. Vous avez écrit coécrit plusieurs livres, dont un que je voudrais quand même citer, qui était avant l'article du New York Times, Haïti, France, les chaînes de la dette, hein, sur le rapport Mako, qui a dû être, j'imagine, largement exposé ici, et qui, justement, est l'une de ces tentatives d'historiens et de géographes, etc., et d'intellectuels haïtiens, pour insérer cette question de la double dette avant qu'on en parle aujourd'hui de manière un peu plus explicite. Denis Cognot, vous êtes l'économiste de la bande, on va dire, historien économiste de la bande, parce que votre... C'est ça. Alors là, l'économiste pur, ce sera le dernier à être présenté. Mais votre bilan de langue, j'ai envie de dire, c'est plutôt le développement, la question de l'histoire aussi, de tout cet héritage colonial du point de vue
de l'économie et du développement, et de savoir aussi, et ça va être une des vraies questions qu'on va poser, ce que serait Haïti sans cette dette. Vous avez aujourd'hui, vous, un rôle de professeur à la Paris School of Economics. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et c'est vrai que l'une de vos thèses, s'il fallait en retenir qu'une, c'est quand même de dire que, en gros, tout cet investissement qui a été fait par la métropole, s'il fallait parler que de la France, dans les pays qui ont été colonisés, n'a que très peu ruisselé vers les populations et les économies locales. Et donc on va en parler. L'économiste de la bande, c'est Éric Monet. Alors vous avez participé, comme votre collègue d'ailleurs, à l'enquête du Times, à la préparation de l'enquête du New York Times. Vous avez débroussaillé aussi tout un pan en fait de cette enquête qui portait sur l'histoire monétaire et l'histoire des banques. C'est votre spécialité. Vous êtes un peu. D'ailleurs, il me semble que vous avez travaillé vous-même dans une banque centrale, non? Tout à fait. Laquelle? La Banque de France. La Banque de France. Et ben vous allez justement nous parler. De l'eurosystème et de la Banque centrale européenne. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous en êtes sorti. J'en suis sorti. Donc vous allez pouvoir nous parler des... ma présence ici. Voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir nous parler des secrets, en fait, aussi, qui lient, je dirais, l'histoire bancaire de la France à l'histoire d'Haïti. Et il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup Il faut rester jusqu'à 13h. Ouais. Voilà, donc votre travail, il porte effectivement sur toute cette histoire en fait des politiques monétaires, des banques. Je ne vais pas tout citer, mais vous avez voulu me signaler qu'effectivement, vous êtes aussi auteur d'un article qui porte vraiment sur la question, sur l'histoire des banques coloniales, à paraître cette année dans la revue française d'histoire économique, donc c'est pour bientôt, et qui va certainement en partie, dont vous allez en partie éventer un peu le contenu. Alors, introduire en fait ce débat, je ne vais pas être très long, vous le savez tous, et puis on va essayer de rentrer directement dans le sujet. Haïti et la France vivent un moment clé en ce moment, on peut le dire, un moment particulier. On n'a jamais autant parlé, même s'il vous semble à tous qu'on n'en parle pas assez, de cette double dette. En tout cas, elle est dans le débat, elle est l'objet de résolutions au Sénat, à l'Assemblée nationale. Le président Macron, en avril, a créé une commission à la faveur de ce bicentenaire qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc il y a un sujet, je dirais, politique aujourd'hui qui est sur la table. On va voir comment il est traité, mais enfin, c'est vrai que c'était un squelette un peu qui était dans le placard et qui ressort un peu tel un zombie dans le débat. On va voir où se dirige ce zombie. Et dans le même temps, d'une manière évidente et que vous ressentez, je dirais tous, d'une manière presque physique, il se passe quelque chose en ce moment dans le monde de très lourd, de très puissant, des vrais changements, des vrais bouleversements qui contredisent le droit international, par exemple. Il y a une concurrence aussi des théâtres de drame, je dirais, internationaux, qui font que Haïti, qui était déjà un petit point sur la carte, l'est encore plus aujourd'hui. Je vous donne un exemple, c'est que moi, comme Christine, je suis journaliste, donc est-ce qu'on parle, nous, par exemple, à France Info d'Haïti? Très peu, finalement, pas assez. Et c'est pas... Il y a des raisons, vous le savez, avec, par exemple, près de 5000 morts l'an dernier en Haïti, dans ce qui n'est pas une guerre, je vous rappelle, ce qui n'est pas une guerre en tant que telle. Il y aurait beaucoup de raisons de parler encore d'Haïti. On y consacre quelques sujets, on en parle de temps en temps, mais globalement, le prisme, c'est d'en parler à travers les violences qui sont dans le pays en ce moment, pas à travers la question mémorielle, et à travers les vraies questions politiques et d'enjeux aussi de développement qui sont posées à Haïti. Et ça, c'est une vraie question qui est posée aussi aux journalistes, et c'est aussi une façon de faire connaître le sujet, et j'espère qu'en discutant avec vous tous aussi, j'aurai des raisons aussi, moi, de me retourner vers ma rédaction pour encore plus parler d'Haïti, ce qui est l'objet et l'intérêt de tous les gens qui sont dans cette salle. Alors, on va commencer avec Denis Cognot. Si vous voulez bien, je pense que vous pouvez rejoindre votre pupitre, parce que vous avez l'intention de nous parler de la double dette, pour la définir, mais surtout pour nous expliquer, je crois,
ce qui est inédit finalement dans cette double dette du point de vue colonial. En quoi c'est quelque chose de tout à fait fracassant finalement hein, dans l'histoire que cette double dette se soit mise en place. Et ensuite, avec Eric, on va voir comment, d'une certaine façon, tous les mécanismes monétaires, bancaires se sont mis en place pour faire que cette dette soit dure dans le temps, j'ai envie de dire. Donc, si vous voulez bien, décrivez-nous ce qui pourrait être tout simplement la définition aujourd'hui de cette double dette et ce qu'elle a d'exceptionnel et d'inédit, selon vous. Ok. Donc je suis économiste, effectivement. Je ne suis pas forcément très légitime à parler d'Haïti en général, mais ma spécialité, c'est plutôt ce qu'on appelle le second empire colonial, et Haïti faisait plutôt, Saint-Domingue faisait partie du premier empire colonial. Mais donc ça m'a, il se trouve un petit peu par le fait que je suis économiste que j'ai, comme mon collègue Éric Monet, également économiste, j'ai contribué un tout petit peu à l'enquête du New York Times et en particulier aux calculs qui ont été menés pour estimer le montant actuel de la restitution si cette restitution de la dette devait être mise en œuvre par l'État français. Donc c'est un peu de ça que je vais vous parler. J'ai travaillé avec un membre de l'équipe du New York Times à l'époque qui se trouvait être français, un jeune issu d'HEC qui s'appelle Constant Méheux. Et donc voilà, donc, je vais vous parler aussi un petit peu de sur quoi on avait travaillé. Enfin, dans le magazine L'Histoire récemment, dans lequel il y a eu un dossier consacré précisément à la dette haïtienne, j'ai contribué en faisant un tout petit encadré au sein de l'article de Madame Gaillard-Pourchet, ici présente. Et donc, je suis ravi, en tout cas, et honoré de pouvoir parler devant elle. Alors oui, la double. Donc on m'a aussi un petit peu demandé de faire un peu un rappel pour ceux qui auraient manqué les 2 jours précédents. Et donc très rapidement, hein, je rappelle. Bon, la dette d'Haïti, c'est quoi hein c'est peut-être l'un des. Alors je reviendrai sur ce sujet, mais parce que Stéphane Père m'y a incité, mais c'est un des premiers et pires exemples de dette odieuse pour sûr. Donc rappel chronologique, hein, 1790, Saint-Domingue, une colonie, c'est probablement la colonie la plus profitable du monde. C'est pour ça qu'on parle de perle des Antilles, hein, avec 470 000 esclaves. D'ailleurs, dans la période juste pré-révolutionnaire, la France, la traite esclavagiste en France atteint le record mondial. Hein, elle dépasse même la traite organisée par les Britanniques et les Portugais à ce moment-là. En 1791, révolution haïtienne, insurrection des esclaves. 93-94, abolition de l'esclavage proclamée en Haïti, puis confirmée par la Convention. 1802, le corps expéditionnaire français qui capture Toussaint-Louverture. Et puis, ce corps expéditionnaire, les forces françaises sont défaites en 1803 et l'indépendance advient en 1804. En 1825, donc 20 ans plus tard, Charles X impose, en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, premièrement un privilège commercial pour les produits français, c'est-à-dire une exonération de 50% des tarifs douaniers à l'entrée dans les ports d'Haïti des produits français, une indemnisation de 150 millions, dont on va beaucoup parler, et l'obligation d'emprunter pour éventuellement honorer cette obligation auprès des banques françaises. Alors en 1838, il va y avoir une renégociation de ces 150 millions à hauteur de 90 millions, puis ensuite des emprunts en cascade qui vont permettre de rembourser cette dette. Alors juste, on a parlé de la Louisiane il n'y a pas très longtemps, dans le panel précédent. La Louisiane a été vendue, on a dit bouchée de pain, bon, c'est quand même 80 millions, mais 80 millions, voilà, la Louisiane a été vendue pour 80 millions en 1804. Alors, donc, ce montant, hein, ces 150 devenus 90 millions, vont permettre l'indemnisation des propriétaires d'esclaves ou de leurs descendants. C'est ce qui est retracé en particulier sur le site de l'ANR Repairs, dont vous avez sans doute entendu parler les deux jours précédents. Alors,
quelle est la situation en Haïti? Les profits, alors j'ai dit, Saint-Domingue est probablement la colonie la plus profitable à la fin du XVIIIe siècle. Les profits du sucre et du coton, fin 1780, c'est 150 millions par an, mais par an. Mais l'économie va s'effondrer entre 1790 et 1825 à cause de tous les troubles et en particulier l'effondrement de cette économie esclavagiste. Si bien qu'en 1823, les profits d'exportation d'Haïti sont tombés à 10 fois moins, à 15 millions. Et c'est ça qui va présider au calcul de la dette, si j'ai bien lu la littérature, c'est qu'on va dire, bon, grosso modo, on va rembourser 10 ans de ces profits, et donc 15 millions en 1823 fois 10, ça fait 150 millions. Le calcul est un peu simpliste. À la fin, donc je vais reprendre maintenant de façon un peu conservatrice, comme on dit en économie, c'est-à-dire en se mettant dans une borne inférieure, d'une certaine façon, le calcul du New York Times, dont j'ai appris également que Edmond Paul, apparemment, avait déjà fait le même calcul dans le panel précédent, 112,5 millions de francs or, qui, sur le papier, officiellement, ont été finalement remboursés en 1888. Alors, les paiements qui ont été considérés par le calcul du New York Times, c'est les paiements sur la dette de 150 millions devenus 90 millions, les paiements sur un emprunt contracté dès 1825 pour honorer les premiers paiements, et puis des pénalités sur arriérés entre 1873 et 1888. À la fin, tout ça fait 112,5 millions. Je n'ai pas refait les calculs, je vous précise. J'ai juste repris ce montant, puisque moi, ce qui m'a juste un petit peu intéressé, parce que c'est ça qu'on m'avait demandé, c'est de calculer combien ça vaut aujourd'hui. Donc, donc, du coup, ça veut dire aussi que les autres refinancements de cette dette ne sont pas comptés. Certaines histoires de cette dette disent que les dernières créances indirectes, produites ou causées par la dette initiale, ont été payées en 1955. Je ne suis pas rentré dans ces considérations. Entre parenthèses, on sait qu'une partie des créances ont été vendues par des agents français à des États-Uniens, à des agents états-uniens. On a ensuite l'occupation par les États-Unis entre 1915 et 1934, mais c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce que c'est 112 millions de francs et demi de francs or? C'est 2 fois le revenu total d'Haïti en 1825. Rappelons que le revenu s'est beaucoup effondré entre 1780 et 1825. Et donc le paiement annuel de cette dette entre 1825 et 1888, en fonction du calcul que l'on peut faire sur le revenu annuel d'Haïti, sur la base de statistiques assez lacunaires, c'est à peu près 2% du revenu annuel d'Haïti. Pour comparaison, par exemple, l'indemnité payée dans une période, disons, pas trop lointaine, de 1825, l'indemnité payée à l'Allemagne en 1871, c'est 5 milliards de francs, et c'est 18% du revenu de la France, c'est pas 2 fois le revenu de la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire calculer le montant à restituer si, d'aventure, on se mettait dans l'idée de restituer cette double dette d'Haïti? Donc, on a 112,5 millions de francs or en 1825. Là encore, je m'avance beaucoup parce que les incertitudes statistiques sont importantes, mais grosso modo, ce qu'on pouvait acheter avec 112,5 millions de francs or en 1825 en France, c'est ce qu'on pourrait acheter aujourd'hui avec 500 millions d'euros. Alors, ça, c'est une première façon de calculer, mais attention, ça, c'est juste le montant des 112 millions et demi de francs or si on les avait gardés dans un coffre, ou si on sans rien en faire du tout, d'accord? Alors on pourrait aussi dire, en fait, 112 millions de francs or, c'est en fait de l'or, tout simplement. À l'époque, on pouvait tout à fait changer tout ça en or. Et donc, 112 millions de francs or en 1825, c'est 33 tonnes d'or métal. Et le prix de l'or aujourd'hui est assez élevé. Vous savez, c'est devenu une monnaie de réserve très importante. Et ça voudrait 3 milliards de francs. Si on disait, voilà, c'est de l'or en fait que j'ai gardé dans mon coffre, ça vaudrait 3 milliards aujourd'hui, au prix actuel de l'once d'or aujourd'hui. Mais en fait, tous ces calculs sont insuffisants puisque la somme considérée
aurait forcément été investi, aurait rapporté dans une histoire alternative. Hein. Alors, elle aurait pu être. Alors, on aurait pu l'investir en France. Le gouvernement indépendant d'Haïtien aurait pu dire, bah, tiens, je vais investir 112 millions et demi de francs or, je vais les mettre au frais et je vais les investir sur le marché monétaire français. Alors, il y a évidemment, tout dépend du taux d'intérêt qu'on imagine que ces 112 millions et demi de francs or auraient rapporté. Si on prend le taux d'intérêt vraiment minimal, qui est le taux d'intérêt des bons du Trésor, d'une certaine façon, hein, ce qu'on appelle la rente perpétuelle ou le taux à 10 ans. Je remercie mon collègue Éric Monet pour la transmission des taux d'intérêt. La moyenne sur l'ensemble de la période, hein, juste depuis 1825 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 200 ans pendant lesquels cet argent aurait été placé, c'est à peu près 5% de taux d'intérêt. Donc 5%, ça rapporte, à partir de 72 millions de francs or, vous voyez, il faut faire 112 millions de francs fois 1,05 fois 1,05 et ça 200 fois. Hein. Si on fait ça 200 fois, ça fait 3 milliards d'euros. Donc on retombe un peu sur le montant, hein, de l'or, etc. Mais c'est vraiment un taux d'intérêt vraiment j'allais dire de père de famille, vraiment même de père de famille vraiment pas très aventureux. En réalité, par exemple, c'est un taux d'intérêt un peu plus élevé, mais pas astronomique, c'est un taux d'intérêt, vous connaissez peut-être la règle de mon collègue Thomas Piketty, R supérieur à G, c'est qui veut dire que les taux d'intérêt sont toujours supérieurs au taux de croissance. Donc ça veut dire qu'en principe, le taux de croissance, c'est plutôt une borne inférieure de n'importe quel taux d'intérêt qu'on pourrait percevoir. Donc j'ai pris le taux de croissance nominal de la France, c'est à peu près 6% sur l'ensemble des 200 ans, encore, c'est 6%. Nominal, hein, c'est-à-dire que ça comprend l'inflation, c'est 6%, c'est en fait 6,3% si vous faites le calcul, et ces 6,3% appliqués encore 200 fois, bah, ça donne 30 milliards. Donc vous voyez, on parle de 3 à 30 milliards. Hein, donc là, évidemment, selon ce que vous choisissez hein, comme monde alternatif, ça va vous donner des choses. 30 milliards, c'est aujourd'hui 1% du PIB de la France. Hein. Vous savez que c'est à peu près le montant, c'est un petit peu au-dessus du montant de ce que rapporterait la taxe Zuckman, par exemple, hein, si vous avez entendu parler des débats autour de ce sujet. Voilà. Et puis, la troisième chose, c'est en particulier ça qu'on a fait avec Constant Meheux du New York Times, c'est utiliser un modèle où on supposerait que cette somme, n'ayant pas été exigée par la France dans ce monde alternatif où la France n'aurait pas exigé cette somme, elle aurait été, à la place, forcément investie en Haïti. D'accord ? Et donc là, bon, il faut être encore conservateur au sens épistémique du terme, et donc j'ai choisi un modèle de croissance économique hyper classique, même néoclassique en réalité, et donc très standard, celui du prix Nobel Bob Solow. Et ce modèle, il est caractérisé par trois paramètres. Un taux d'épargne, un taux de dépréciation du capital, je suis désolé d'être technique, et un paramètre qui caractérise la productivité du capital. Donc ce modèle, il calcule ce qu'une épargne investie à Haïti aurait engendré comme accroissement du capital disponible à Haïti, et ensuite comme accroissement de la production à Haïti, et ensuite, en fonction de cette production, comme accroissement des revenus. Et donc on calcule en fait le flux de revenus total qui aurait été engendré par cette épargne qui serait restée en Haïti sur l'ensemble des 200 ans. En réalité, étant donné la dépression du capital, qui est surtout accumulée sur le premier siècle. Hein. Et ça, ça dépend des paramètres qu'on choisit. Les paramètres, on les connaît qu'à moitié ou pas très bien. Et donc même si on se donne des fourchettes très larges sur ces paramètres, on aboutit à un flux de revenus engendré par l'épargne entre 5 et 40 milliards. Voilà. Donc, disons, pour fixer les idées, vous voyez qu'on a une grande marge. Hein, on a une grande marge. Pour rappel, effectivement, le président Aristide, en 2003, je ne sais pas comment ce chiffrement a été fait, a réclamé 20 milliards, 21 milliards, quelque chose comme ça. C'est dans la marge, c'est dans la fourchette. Hein. Ça tombe dans la fourchette. Hein. Voilà. On parlait de 30 milliards, je crois, lui, quand il y avait l'enquête du Times. Non, oui, c'est 21 milliards de 2003. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est un peu plus parce que l'argent ne dort jamais. Oui, c'est ça. Oui,
C'est dans mon article l'histoire. Je me souviens plus exactement le. Donc pour les agents de Bercy qui sont dans la salle, la somme totale, c'est une fourchette que vous estimez entre... Eh ben, disons entre 5 et 40, voilà. Et donc, je pense qu'on pourrait raisonnablement prendre... Voilà, moi, ce que j'ai dit, c'est on pourrait raisonnablement prendre une moyenne, par exemple, de 15 milliards ou 20 milliards, ça serait déjà pas mal. Voilà, donc voilà, je dirais ça. Voilà, je dirais ça, mais bon, c'est pas... d'une certaine façon, là encore, comme le rappelait Magali Besson, il y a aussi d'autres considérations que les considérations positives ou pragmatiques, il y a aussi des considérations éthiques et morales à prendre en compte. Je rappelle quand même que j'ai calculé l'aide au développement française reçue par Haïti entre 1974 et 2024, hein, donc sur 50 ans, d'accord. Ça, c'est le cumul, c'est pas un chiffre annuel, hein, c'est le cumul sur 50 ans, c'est 1,7 milliard d'euros. Ça, c'est les données de l'OCDE, du Comité d'aide au développement de l'OCDE, c'est des données estampillées OCDE, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc 1,7 milliard d'euros. Donc vous voyez, si on dit, mettons, si on disait 17 milliards, ben, c'est 10 fois moins que ce qui correspondrait à la restitution. Donc on ne peut pas considérer que l'aide versée à Haïti, mettons, depuis l'après-guerre, a déjà remboursé la facture, d'une certaine façon, ou a déjà restitué cet argent. Hein, d'accord ? Il y a encore de quoi faire pour restituer, si on souhaitait restituer. Et une restitution minimale impliquerait d'augmenter l'aide à Haïti sur le long terme. Évidemment, on ne va pas s'imaginer qu'on va faire un chèque de 20 milliards, tout de suite, surtout avec les difficultés budgétaires françaises vont rendre un tout petit peu la chose difficile, mais on peut imaginer un engagement sur un versement beaucoup plus étalé dans le temps. Hein. Bon, c'est déjà pas mal, ça serait déjà pas mal, ça serait 1 milliard par an pendant 15 ans ou pendant 20 ans. On reviendra peut-être sur les modalités, je veux pas trop mobiliser la parole. On reviendra peut-être sur les réparations. Je peux vous dire des choses sur les réparations, mais je voudrais pas. Non, là encore, je voudrais juste satisfaire le contrat. Stéphane Père demandait cette dette, double dette d'Haïti, du point de vue d'un économiste de la colonisation qui a suivi, d'une certaine façon, hein, c'est en fait sans précédent et sans équivalent postérieur même, hein, en réalité. Donc, Pierre-Yves Boquet, tout à l'heure, disait « Est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore quand on va... » c'est pas sûr qu'on ouvre complètement la boîte de Pandore, parce que c'est quand même unique. Hein, il y a des caractéristiques qui sont uniques. Il y a toute une série de dettes imposées par les nations du Nord ou les nations industrialisées à des pays indépendants mais pauvres, ou bien à des pays ensuite colonisés. Peut-être disons la dette la plus proche, d'une certaine façon, c'est celle qui est issue de l'insurrection de Kabylie en Algérie en 1871. Il y a une insurrection, cette insurrection est matée, vaincue par le colonisateur français, et on exige des Kabyles de verser 40 millions de francs. En fait, on va leur faire verser 20 millions de francs d'indemnité et de soult sur des terres qui sont séquestrées. Et puis ensuite, on va aussi confisquer 250 000 hectares de terres qui vont être versés au domaine de l'État. Si on valorise ces 250 000 hectares de terres, il y a plusieurs valorisations possibles. On peut atteindre à peu près 20 millions, donc ça ferait à peu près 40 millions. Ces 40 millions, c'est, si on calcule le revenu local du Constantinois, hein, de la région de l'Algérie qui s'appelle le Constantinois, ça fait à peu près 40%. Donc on est quand même encore loin de 2 fois. Hein, dans l'histoire coloniale française, le seul exemple que vous donnez fait que Haïti est effectivement un caractère totalement inédit. Voilà. D'accord. Voilà. Je voudrais peut-être juste dire, parce que c'est un sujet qui est très peu... Enfin, on a dit à quel point tous ces sujets sont très peu connus en France, et ça, c'est bien vrai, malheureusement, mais ça ne fait que nous inciter à redoubler d'efforts sur ce sujet. Même pour ce qui concerne les dettes de la seconde colonisation française, on sait assez peu de choses. Tout ce qu'on sait, c'est que, alors, on est au XXe siècle, et donc on pourrait se dire, tiens, si on avait appliqué les critères du XXe siècle à Haïti au XVIIIe siècle, quand même, ça aurait été plus sympa, hein, ça aurait été plus généreux. Voilà. Donc on peut se dire, même le moment du XXe siècle des indépendances et des décolonisations, à quoi il a correspondu? La Tunisie et le Maroc vont répudier la dette qu'il reste, la dette de leurs États de protectorat, et la France va signer. Elle va dire, ok, ça va. Il restait pas grand-chose, hein, il restait pas beaucoup. Hein, il restait peut-être 5% du revenu annuel de la Tunisie à payer.
Ensuite, les pays comme la Tunisie, mais aussi le Vietnam, évidemment, vont nationaliser des actifs français. Et il y a des négociations entre la France et... Alors, la nationalisation, c'est un peu peut-être l'équivalent de ce dont on parle ici, puisque d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est la nationalisation des esclaves par Haïti. Et on dit, ah bah oui, mais du coup, les propriétaires d'esclaves ont perdu leur bien professionnel, on pourrait dire, et donc il faut les indemniser. Ce qui était évidemment absolument scandaleux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années d'indépendance? En fait, ces indemnisations vont être très, très limitées. Elles vont être limitées. Je me réfère notamment au travail d'un sociologue, Simon Bittman, un travail très récent sur ce sujet. Par exemple, en Tunisie, en 1863, Bourguiba va accepter de payer 15 millions de nouveaux francs pour indemniser les 150 000 hectares des colons français qui sont partis. À Saïgon, en 1975, le Viet Minh arrive et prend Saïgon. Les Français ont fait une liste de tous les actifs qu'ils ont à Saïgon et ils disent voilà ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Le Viet Minh communiste dit attendez, ça va aller. Les plantations de caoutchouc, no way, aucune chance. Le caoutchouc, c'est le centre de l'exploitation coloniale du Vietnam du Sud. Vous n'aurez aucune indemnisation. Par contre, un certain nombre d'actifs, les hôtels, etc., vont être indemnisés à hauteur de 10% de la valeur comptable des actifs. Donc c'est une indemnisation qui a eu lieu. Cette négociation s'est faite. Donc, en général, les États vont rejeter les compensations. Le caoutchouc au Vietnam, la terre en Algérie, le commerce maritime à Madagascar. Il n'y aura pas d'indemnisation à l'issue des nationalisations. D'accord? Donc, vous voyez qu'on est au XXe siècle. On n'est pas en 1825. Donc, appliquer les critères ne serait-ce que du XXe siècle ou de la seconde moitié du XXe siècle à 1825, conduirait à dire si Saint-Domingue avait eu la chance d'être à cette période-là, on aurait dit écoutez, les esclaves, qui est le centre de votre domination coloniale, vous ne serez pas compensés pour ça. Voilà. Écoutez, ce qui est intéressant, vous intégrez pas non plus dans cette dette, par exemple, l'indemnisation du préjudice, par exemple, de l'esclavage. Alors, oui, donc le préjudice. Vous voulez que je fasse tout de suite les réparations ou j'ai sauté. Alors, on va sauter. Je préférerais qu'Éric Bonnet peut-être rebondisse sur la. Je voulais juste rajouter que dans ces négociations, à la fin, c'est des négociations qui ont aussi porté sur l'aide au développement. La France a dit indemnisez-nous un petit peu symboliquement un certain nombre de nos entreprises. En échange, vous aurez un peu d'aide au développement. Ou bien, pour le cas du Vietnam en particulier, il y a une lettre très connue, exhibée par Simon Bittman, dont je parlais tout à l'heure, de Jean-Michel Abraire, qui a été un haut fonctionnaire français, qui a été aussi président du Crédit Lyonnais avant les problèmes du Crédit Lyonnais, à Robert McNamara, président de la Banque mondiale à cette époque-là, en 1976, si je ne me trompe pas, qui dit écoutez, on a à peu près résolu nos problèmes avec le Vietnam, et donc la France désormais ne s'oppose plus à ce que le Vietnam puisse avoir des relations avec la Banque mondiale. Donc vous voyez, il y avait des négociations à cette époque-là. Évidemment, pour Haïti, c'était beaucoup trop tôt pour avoir ce type de... mais ça, sur les moyens de la restitution, on peut revenir. Cela dit, ce que vous avez dit, c'est 1,7 milliard donné par la France en aide depuis 1954, c'est bien ça? 74. Depuis 1974. Donc 50 ans. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, la France, par exemple, l'an dernier, a donné 40 millions d'euros à Haïti. Éric Monet, sur l'aspect monétaire, bancaire, dans ce hold-up un peu, on peut dire quand même... Bravo. Ce hold-up, cette rançon demandée finalement par la France à Haïti, les banques ont joué un rôle majeur. Est-ce que vous pouvez nous dresser, pour les personnes qui n'ont pas participé encore des précédents débats, l'essentiel de vos travaux que vous avez mis en lumière d'ailleurs dans les recherches pour le New York Times, sur le rôle des banques et notamment, on l'a cité dans le précédent débat, du CIC? Oui, merci. Déjà, je remercie... Je remercie les organisateurs du colloque pour l'invitation et tous les participants pour les belles journées qui ont précédé.
Je vais à la suite de Denis donc, aussi parler de ces questions, des questions financières, mais vraiment leur lien avec les enjeux politiques. Et pour ça, je pense qu'il faut distinguer deux choses importantes. La première, c'est ce dont vient de parler Denis, c'est vraiment l'indemnité de 1825, une dette forcée imposée par l'ancien colonisateur, par la France. Et ensuite, ce qui aussi revient fréquemment dans le débat autour sur la dette financière d'Haïti, c'est-à-dire, et je crois que vous l'avez mentionné au début, c'est-à-dire comment ensuite Haïti va devoir se réendetter, d'abord pour payer ses premières dettes, mais ensuite tout simplement pour continuer à investir, à survivre en tant que pays. Et donc, c'est ces deux questions assez différentes parce que ça concerne des acteurs différents. Donc, dans un premier cas, c'est vraiment quelque chose imposé par l'État français. Dans un deuxième cas, on est purement dans des interactions avec des acteurs privés. Évidemment, les deux sont liés, c'est-à-dire que des dettes, l'endettement qui vient ensuite est causé en partie par la première dette, imposée par l'indemnité imposée par la France, pardon. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas une causalité complète. Donc dans cette deuxième partie, en fait, ce dont je vais parler ici, mais dont il a été déjà question hier, il faut faire une deuxième distinction, c'est-à-dire entre d'abord ce qui est la dette, l'endettement de l'État d'Haïti. Haïti, comme tous les pays de l'époque, s'endette sur les marchés financiers internationaux et il y a des intermédiaires, des grands banquiers. Donc ça va de Rothschild au Crédit Général français, si on fait toute l'étendue du siècle, et là c'est un procédé totalement commun pour cette époque, qui n'est pas propre à Haïti, c'est des grands intermédiaires, des grandes banques, qui vont vendre de la dette à des petits porteurs, des petits investisseurs, quelquefois des plus gros. Donc dans le cas d'Haïti, là encore c'est pas le seul cas de cette période, ce qui a été discuté, montré par une grande partie de l'historiographie, c'est que les conditions, les méthodes n'ont pas toujours été les plus avantageuses, c'est-à-dire notamment sur les commissions que pouvaient prendre ces banques. Donc ça, c'est une première chose. Ça a été largement mentionné dans les débats hier, donc je vais moins revenir sur cela. La deuxième chose, qui n'a pas été mentionnée hier, c'est pour ça que je vais en parler plus aujourd'hui, commence plus tard, donc à la fin du XIXe siècle, en 1880, avec la création de la Banque nationale d'Haïti. Donc, à ce moment-là, on est au moment où la première dette, donc les endettements qui sont issus de l'indemnité de 1825 sont quasiment éteints. On l'a dit hier, c'est 1888, en fait 1893, mais en fait on rétropole, la CDC s'était trompée, etc. Donc en 1880 est créée la Banque nationale d'Haïti. Donc que vient-elle faire dans cette histoire ? Et pourquoi avait-elle quand même donné lieu à un article entier du New York Times dans le dossier qui était consacré à Haïti ? Donc cette banque nationale, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une banque centrale, qui à l'époque, on n'appelle pas, le nom banque centrale n'est pas utilisé, donc on parle de banque d'État ou banque d'émission. Donc comme une banque centrale aujourd'hui, c'est une banque qui émet de la monnaie, donc émet des billets, donc la gourde est émise et imprimée par cette banque, et puis qui en plus gère l'ensemble de la trésorerie de l'État. Donc dès que l'État fait n'importe quelle transaction, doit payer des fournisseurs ou alors la dette, y compris la dette, cette banque nationale va gérer ça dans ses comptes comme une banque. En fait, c'est tout simplement, elle gère le compte du Trésor. Elle va prendre des commissions de 1%, ce qui peut paraître pas très important, 1%, mais c'est 1% sur chaque transaction. Donc si vous faites sur l'ensemble du budget de l'État, à chaque fois que l'État paye quelque chose, 1%, c'est en fait très important. Et les calculs qu'on avait pu faire, mais c'est très compliqué en fait d'avoir des chiffres très fiables sur le budget de l'État d'Haïti cette période, montre que finalement, peut-être, en tout cas au moins de la moitié du budget de l'État d'Haïti va passer dans des commissions à cette banque, et cette banque ferait aussi des commissions de change. Ce qui est particulier pour cette banque, mais comme je le montrerai après, en fait, est loin d'être unique pendant cette période, mais de notre point de vue paraît forcément assez choquant ou au moins étrange, et qui était souligné, c'est que cette banque est possédée est créée en tout cas par des banques françaises, et possédée en grande partie par des actionnaires français, y compris des grandes banques. Elle est domiciliée à Paris d'ailleurs. Elle est domiciliée à Paris. Alors domiciliée, c'est-à-dire le siège social, le siège légal, c'est-à-dire qu'il y a bien un bâtiment à Port-au-Prince et d'autres bâtiments en Haïti. Et il y a aussi des actionnaires haïtiens, ce qui a été montré après les articles du New York Times. Il y a eu notamment un historien, Nicolas Stopskov, qui avait travaillé sur le CIC, donc une des banques françaises qui était à l'origine de la création de cette banque, et qui a fait un travail un peu plus minutieux, mais qui porte uniquement sur le rôle du CIC, qui est donc une banque française, Crédit Industriel et Commercial, et qui montre aussi qu'il y avait d'autres industriels. Mais l'ensemble,
Ce qui est important, c'est que c'est quand même une banque qui vient de l'initiative française, avec un contrat avec l'État haïtien. Donc il y a aussi la banque franco-égyptienne, qui est une banque, comme son nom ne le dit pas forcément, mais principalement française à l'époque. Et surtout le CIC et la banque franco-égyptienne, même si au final ils sont des actionnaires minoritaires, c'est important de le rappeler, et ça c'est quelque chose qu'on voit qui est assez courant en finance, même en étant actionnaire minoritaire, on peut avoir le pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour nommer au conseil d'administration la plupart des membres influents. Il y a aussi, là encore, des membres haïtiens, y compris des membres du Parlement haïtien, qui sont aussi du conseil d'administration. Donc c'est quelque chose qui est quand même... il y a un lien, il y a un contrat avec l'État haïtien. Mais cette banque, donc, au début, il y a l'espoir qu'elle va un peu contribuer au développement d'Haïti, c'est-à-dire pas seulement prendre une commission sur les transactions du Trésor haïtien et le paiement de la dette, mais aussi prêter à des entreprises, peut-être développer des entreprises haïtiennes dans les chemins de fer, éventuellement dans le café. Ce qu'elle fait très peu. Et donc, en Haïti, il y a des réactions, et notamment par le ministre Frédéric Marcellin, dont on a aussi il a beaucoup été question hier, qui s'insurge en disant cette banque ne contribue pas au développement de l'État d'Haïti, elle ne fait juste que percevoir une commission, et la commission est effectivement importante, c'est une banque qui est très profitable, qui là encore, si on part du point de vue d'un capitaliste français de l'époque et des grandes banques, c'est pas une part majeure de leur profit. Et ça, c'est quelque chose que Denis montre, c'est quelque chose dans l'ensemble sur les investissements dans les colonies ou dans d'autres pays sous dépendance financière de cette période. C'est jamais une part importante du profit pour les colons, mais c'est quand même, voilà, on se sert un peu sur des États. Vous aviez parlé d'extraction à l'époque. Alors moi, effectivement, je vais revenir après de comment on qualifie ça, parce qu'on a un rendement qui est de 13%. Donc 13%, c'est quand même, c'est pas unique dans le système financier de l'époque, c'est-à-dire même sur des banques françaises, on peut avoir un rendement annuel de 13-14%. Mais donc c'est un rendement qui est fort, et puis effectivement ne développe pas Haïti. Donc ce que fait Marcellin dans un premier temps, donc il rentre en lutte contre cette banque, donc c'est-à-dire non seulement contre les investisseurs français, mais aussi quelques membres du Parlement haïtien, mais en prenant la puissance du ministère des Finances, il réussit à retirer le service, la gestion de la trésorerie de l'État par cette Banque nationale d'Haïti en 1905. Donc là, l'activité de cette banque décroît et donc les profits aussi. Mais elle est recréée sous un nom légèrement différent, Banque nationale de la République d'Haïti, en 1910, par une autre banque française, la banque de l'Union parisienne, avec en fait le même système. Donc c'est cette parenthèse en fait où Marcellin avait un peu mis fin à des profits très importants de cette banque, sans pour autant en faire une banque au service du développement du crédit en Haïti, se referme rapidement en 1910. Ensuite, cette banque est reprise par la National City Bank, qui est aujourd'hui donc une banque américaine après l'invasion d'Haïti par les Américains à partir de 1915. Et donc là, on peut dire que c'est pratiquement un remplacement total en fait du rôle français par le rôle américain. À aucun moment, cette banque n'a été la banque des Haïtiens. Elle le devient à partir de 1935. Donc, et ça, je reviendrai à la fin sur qu'est-ce qu'on peut en dire à partir de 1935 quand elle est rachetée par le gouvernement haïtien. Mais de sa création à 1935, ce n'est pas le cas. Comment ? Minoritaire de sa création à 1935. De sa création à 1935, elle est tout le temps détenue par des actionnaires en grande partie étrangers, et quand ce sont des Haïtiens, ce sont des actionnaires privés haïtiens, donc elle n'est jamais détenue par le gouvernement haïtien. Ce qui là encore, et je vais venir, est courant à l'époque, c'est-à-dire que les banques centrales, y compris d'ailleurs la Banque de France ou la Banque d'Angleterre, sont détenues par des actionnaires privés. Mais là, et donc je vais revenir sur ce contexte particulier de qu'est-ce que c'est que ces banques. Enfin, là encore, je pense que l'étrangeté par rapport à aujourd'hui de voir la gestion de la monnaie, l'impression des billets organisée par une banque détenue ou créée par des actionnaires étrangers est assez forte. Donc, dans le contexte, quel est le contexte de cette histoire? Ce qui revient à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est comment qualifier en fait cette dépendance financière à travers la Banque centrale d'Haïti. Donc le New York Times, dans son article, titrait une banque française, alors en parlant du CIC qui était actionnaire, a fait main basse sur Haïti. Laurent Mauduit, dans Mediapart, qui avait un peu repris ça, parlait de pillage. Et effectivement, moi, j'avais parlé d'extraction au sens... De pure extraction, au sens où... bon, c'est pas un concept très précis en économie, mais l'idée qu'il y avait derrière, c'était qu'effectivement, cette banque ne participait pas à un financement de l'économie haïtienne, à part prendre des commissions. Alors, elle fait des prêts, elle fait quelques prêts, mais c'est vraiment minime. Et ça, c'est quand même assez particulier à l'époque, même par rapport à d'autres banques dont je vais parler. C'est-à-dire que si on regarde son bilan, en fait, toutes ses activités, on voit que la gestion des comptes de l'État haïtien représente entre la moitié, voire les 2 tiers
l'intégralité de ses activités. Donc elle est loin enfin, en cela, ce que disait Marcelin avait raison dans ses critiques. Le contexte, je vais être rapide là-dessus, mais pourquoi des banques, des investisseurs, ce qui est intéressant, pourquoi des investisseurs français se disent on va créer une banque d'émission de monnaie à Haïti en 1880. Et ça, pour le faire rapidement, c'est une idée ça prolonge une histoire longue du 19e siècle. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il est courant, à la fois dans des colonies et des pays libres, d'avoir comme ça la banque centrale détenue et créée par des étrangers. Ça commence dans l'Empire néerlandais au tout début du XIXe, mais ça prend vraiment son ampleur dans les colonies françaises après l'abolition de l'esclavage après 1848. Et donc sont créées la Banque de Guadeloupe, la Banque de Martinique et la Banque de la Réunion, avec un réinvestissement de l'indemnité des colons comme capital d'une banque centrale, et c'est un grand projet porté par Victor Schœlcher. Mais dans un premier temps, en tout cas, surtout et puis la Banque d'Algérie qui suit est autour de ce projet, avec l'idée, mais qui est un projet vraiment colonial, de participer au développement de l'économie coloniale par des prêts. Ces banques, elles réussissent plus ou moins dans cette activité, et surtout elles sont très risquées, elles sont souvent au bord de la faillite, et elles sont extrêmement méprisées, on va dire, par le milieu capitaliste parisien. C'est-à-dire, à la fois, la Banque de France dit « je ne veux pas avoir de lien avec ces banques-là, c'est extrêmement risqué, elles font que du crédit agricole dans les colonies, surtout ne pas prendre de participation, n'avoir aucun lien, sinon les Français vont perdre confiance dans le franc. » Et puis, pour des investisseurs parisiens, c'est assez peu rentable, là aussi parce que c'est assez risqué, donc c'est quand même beaucoup de colons des colonies qui les prennent. Et il y a un modèle qui change à partir des années 1860-1870, avec d'abord la Banque impériale ottomane, qui est créée là par des investisseurs français et des investisseurs anglais, et qui crée ce même type de banque, et cette fois plus comme une banque d'investissement, qui fait, comme fera la Banque Haïti plus tard, de gérer le trésor, d'imprimer des billets. Mais là, l'idée, c'est pas vraiment de faire des prêts à l'économie locale, mais c'est plutôt de prendre des participations dans ces sociétés. Donc c'est un peu une deuxième vague. Et la Banque d'Haïti, elle est créée dans ce deuxième contexte. Alors, je parlais de la Banque ottomane, il y a la Banque de Nouvelle-Calédonie, la Banque d'Indochine, donc aussi, là encore, dans les colonies françaises. Et donc, quand est créée la Banque d'Haïti, c'est plutôt, ces investisseurs se disent, on va de toute façon se faire de l'argent, pour parler un peu vulgairement, sur le trésor, et puis éventuellement prendre des participations dans des entreprises, ce qu'ils ne feront jamais, puisque finalement, il y a très peu d'entreprises, il n'y a aucune volonté de véritablement pousser. Mais il n'y a pas cette idée du tout à la création de la Banque d'Haïti de faire comme existe un peu en Guadeloupe ou en Martinique par exemple, de faire du crédit agricole ou des choses comme ça. Donc c'est un peu pour resituer ce contexte, et ce contexte va aussi être fait au Mexique, la création de la Banque nationale du Mexique, là aussi par des grandes banques françaises en 1882. Donc la création de la Banque d'Haïti de ce point de vue-là n'est pas unique. C'est pas non plus un modèle, c'est un modèle qui reste, en termes de pays libres qui ne sont pas des colonies, il n'y en a pas tellement, comme je vous dis, il y a l'Empire ottoman, le Mexique, Haïti, il y a quelques tentatives en Bolivie, au Brésil, mais qui n'ont pas autant le soutien de l'État, des États locaux. Donc que tirer un peu de cette histoire en termes de conclusion? Donc la première chose, elle est évidente, et là je pousse un peu pour les projets de recherche dont je vous avais parlé avant, c'est tout simplement en fait, de resituer l'histoire de ces banques coloniales qui sont détenues par des actionnaires français ou anglais ou ensuite américains dans l'histoire des banques centrales et du capitalisme financier et des liens de dépendance que ça a imposé à des pays comme Haïti, comme le Mexique. Et je pense que c'est important, donc là c'est plutôt une conclusion pour la recherche, et qui ne se limite pas du tout au colonialisme français, de réintégrer cette histoire des banques coloniales, ce qui est aujourd'hui très peu fait. Et tout ce qu'on voit avant, c'est que l'histoire des banques centrales n'inclut jamais cette question de colonial. Donc, puisque c'est aussi une des thèmes du colloque, j'insiste aussi là-dessus, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un domaine de la recherche où la question coloniale n'a pas du tout été prise en compte par l'historiographie sur cette côté, sur le côté de l'aspect monétaire. Ensuite, il y a une conclusion qui porte plus sur l'histoire d'Haïti, et là je reviens à ce qui se passe dans les années 30. Au moment en 1935 où le gouvernement d'Haïti rachète la Banque d'Haïti à Citibank, enfin National Citibank, qui est aujourd'hui Citibank. Et là, il y a quelque chose d'assez... si on compare l'histoire d'Haïti à l'histoire des autres pays des Caraïbes, ou d'Amérique latine, il y a quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire que Haïti est le seul pays qui ne va pas embrasser un mouvement qu'on qualifie dans l'histoire des banques centrales de l'époque, le mouvement lié à un développementalisme des banques centrales. C'est-à-dire que dans les années 30,
Beaucoup de banques centrales qui sont justement souvent rachetées par l'État des actionnaires étrangers sont créées avec un rôle de faire du crédit à long terme, de développer du crédit pour l'économie, pour les entreprises, souvent en appui avec la création de nouvelles institutions de crédit différentes de la banque centrale, mais liées financièrement, qui vont être des banques de crédit agricole ou des banques de crédit industriel. On voit ça, là encore, dans la plupart des pays d'Amérique latine dans les années 30, et on voit ça aussi à Cuba, à la fin des années 30, 1940. Et ce n'est pas ce qui va se passer en Haïti. Il faudra attendre 1879 pour que vraiment la Banque d'Haïti, rachetée en 1935, ait un statut financier qui soit comparable à ceux d'autres pays de la région. Donc ça, c'est une question qui a été soulevée par Guy Pierre, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la Banque nationale d'Haïti. Il soulève la question et il n'y répond pas complètement. C'est pourquoi il y a cette singularité d'Haïti à partir de 1935. Pourquoi est-ce que Haïti n'a pas construit des institutions financières capables de faire des prêts, et surtout des prêts à long terme, à l'ensemble de l'économie? Est-ce en partie dû au fait que l'occupation notamment américaine avait un peu sapé l'ensemble de ces tentatives auparavant? C'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, mais peut-être que j'ai loupé certains travaux récents, reste un point d'interrogation dans la littérature. Et la troisième conclusion, et je finirai là-dessus, et je reviens en fait à ce qui était mon introduction, c'est sur la nécessité de distinction, à la fois en termes historiques et à la fois pour toutes les discussions politiques qu'on a aujourd'hui et sur les réparations, entre la question de l'indemnité de 1825, dont on peut retracer, en faisant des calculs comme Denis vient de le faire, c'est-à-dire de dire quelle serait sa valeur aujourd'hui. Et donc là, on peut, alors est-ce que c'est restitution, réparation, voir, mais de donner les chiffres. Et cette question qui est plus tout simplement une dépendance financière, soit par la dette, soit par les dépendances des banques centrales, sur lequel il faut le dire déjà, beaucoup plus difficile d'identifier les acteurs aujourd'hui qu'on tiendrait pour responsables. Il est aussi beaucoup plus difficile de faire des calculs sur quels seraient les chiffres aujourd'hui à rembourser, restituer ou des choses comme ça, sans parler des questions légales. Mais, et j'insiste là-dessus, et c'est lié aussi à la première table ronde, notamment à ce que disait Magali Besson sur les responsabilités, une autre responsabilité qu'on peut tirer de cette histoire, c'est tout simplement de dire si des pays, que ce soit avec un rôle de leur État ou par des banques privées, ont participé à un système qui faisait que des pays se sont endettés à des conditions qu'on peut juger rétrospectivement usuraires, voire honteuses. La question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces pays, y compris donc la France évidemment, font pour faire en sorte que ces pays puissent aujourd'hui emprunter à des conditions qui ne soient pas des conditions de dépendance financière qui portent le joug sur ces pays, ce qui recoupe avec la question de l'aide au développement, qui est à la fois liée un peu à cette question, et c'est ce que disait Denis, mais moi je pense que c'est aussi important de les séparer, à la fois, comme je disais, pour une des questions historiques, de bien séparer les deux, et aussi pour les discussions politiques qu'on va avoir sûrement tout à l'heure. Merci. Alors, on va laisser la parole à Jean-Marie Théodat pour essayer de digérer un peu toutes ces données. Moi, j'en retiens deux. C'est que, d'une part, le poids de la dette, aujourd'hui, il est quand même identifié. Ça converge quand même. On voit à peu près ce que ça vaut, finalement, s'il fallait aller vers un processus de restitution. Et on voit que les banques, dès 1880, en Haïti et jusqu'à plus tard, n'ont pas vraiment participé au développement du pays, n'ont pas joué le jeu finalement de leur rôle principal, qui était de porter finalement toutes les infrastructures, tout le développement de ce pays, ce qui ajoute finalement d'une certaine façon au poids de la dette. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette situation où les choses clignotent, la dette est identifiée, on voit le poids historique et le rôle aussi des banques et évidemment toutes les recettes qui ont été tirées de l'économie et de la sueur, je dirais, des Haïtiens. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, aujourd'hui, sur ce temps présent, aujourd'hui, où apparaît, d'une manière un peu plus précise, la question de la restitution dont on va parler? Ah oui, il faut le micro. Je préfère parler debout parce que quand on parle d'Haïti, c'est debout qu'on le fait. Et je pense que
je vais vous demander de faire un geste solennel, ici, de vous mettre tous debout, avec et pour Haïti, s'il vous plaît, debout. Vous voyez, merci. Chita. Belle performance, Jean-Marie. C'est un moment, si vous voulez, symbolique pour dire que, par votre seule présence ici aujourd'hui, nous sommes tous debout avec Haïti, tous et toutes. Et c'est important de le faire ici, au Collège de France. Je me rappelle la première fois que je suis entré ici, c'était il y a un peu plus de 40 ans. J'étais debout derrière les travées ici, derrière cette colonne exactement. C'était pour écouter une leçon solennelle du professeur, on va dire, Jorge Luis Borges. Et Borges, dans cette leçon inaugurale, a dit cette chose qui m'est restée gravée dans la mémoire. Il dit « La pire des choses à faire en histoire, c'est de juger des faits historiques par leurs conséquences. Parce que les conséquences sont infinies. Ne serait-ce que la poésie de Borges elle-même. On peut dire que c'est, dans la chaîne des contingences historiques, une conséquence de la rencontre du nouveau et de l'ancien monde, n'est-ce pas? Donc, rétrospectivement, on pourrait dire que la colonisation n'est pas si une mauvaise chose que ça, puisqu'elle nous a donné Borges. C'est une façon de dire que parler de la dette aujourd'hui, et le thème de ce débat, c'est de dire donc la dette et ses conséquences contemporaines, pourrait nous amener à faire un raccourci un peu rapide pour dire que 1825-2025, il y a une sorte d'hypoténuse à tirer entre les deux pour dire que, au fond, la France, rendez-nous l'argent et surtout, venez nous débarrasser de barbecue, venez nous débarrasser de tous ces malfrats qui aujourd'hui sèment la terreur dans les rues de Port-au-Prince. Je rappelle, 85% de la capitale sont aujourd'hui sous la coupe des bandits. Certains invités à ce colloque n'ont pas pu faire le déplacement parce que pour aller de Port-au-Prince au Cap-Haïtien, il faut prendre un hélicoptère aujourd'hui, de l'hélicoptère passer par je ne sais où parce que les Haïtiens ne peuvent plus passer par les États-Unis à cause de l'interdiction de séjour décidée par le nouveau président. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que nous avons la responsabilité, en tant qu'intellectuels, en tant qu'écrivains, en tant que journalistes, en tant que professeurs, de remettre les choses dans leur contexte historique. Et là, je paraphraserai Paul Venn qui dit, dans comment on écrit l'histoire, ce n'est jamais qu'une rétrodiction des faits avérés. On essaye de les mettre bout à bout et après commence le travail d'analyse, le travail de couture, le travail de dentelière qui est notre mission et non pas un travail d'aboiement intempestif, si vous voulez, de revendication ou de prophéties autoréalisatrices qui finalement ne feront pas beaucoup de vagues dans le bassin. Ce que je voudrais, c'est resituer cet épisode de la dette dans son contexte historique pour essayer de dégager quelques éléments de compréhension et surtout éviter de faire un lien direct avec la situation d'aujourd'hui, lien que je ferai en conclusion, mais d'un point de vue géographique. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. « 1825-2025, 200 ans, en fait, d'amitié entre la France et Haïti. On oublie souvent de dire que 17 avril 1825, c'est l'instauration de relations officielles entre les deux pays, c'est la reconnaissance solennelle de l'indépendance, de la souveraineté d'Haïti. Et certains m'en veulent encore aujourd'hui de dire que pendant 3 jours et 3 nuits, les Haïtiens ont fêté. Et je dis que c'est avec raison.
C'est-à-dire, rétrospectivement, nous avons l'impression aujourd'hui que les Haïtiens ont fêté trop vite. Parce que nous jugeons les choses par leurs conséquences, justement. Mais à l'époque, mettons-nous à la place des Haïtiens, 1825. Haïti est un pays faible. Faiblesse relative, cependant. Parce que, d'un point de vue géopolitique, on a multiplié par 3 la surface de la colonie française de Saint-Domingue. Parce qu'en 1822, Boyer a envahi et conquis la partie espagnole. Le pays est à la fois plus étendu, plus puissant, plus armé, plus riche. C'est-à-dire que les produits de la vente du café, du cacao, du coton, même si les prix ont tendance à baisser pendant la décennie, les revenus restent dans le pays. Et il se constitue à l'époque une bourgeoisie haïtienne, en particulier dans le Nord. Il faut aller voir la ville du Cap-Haïtien. Le Cap-Haïtien est le centre historique, le casque historique haïtien, c'est le symbole même, si vous voulez, de cette puissance, cette puissante bourgeoisie du Nord en particulier, qui se met en place. C'est-à-dire que Haïti avait des ailes pour voler haut dans le ciel de la Caraïbe en 1825. Mais, et c'est là que le bas blesse, c'est un État marron. Notre indépendance n'est reconnue par personne, même pas par les républiques sœurs d'Amérique du Sud, à l'indépendance desquelles nous avons pourtant contribué. Et lorsque, en 1826, Bolivar réunit à Panama les républiques sœurs d'Amérique indépendante, Haïti n'est pas invité au motif que nous sommes une nation nègre. Nous sommes en fait une république de marrons, à peine plus libre en fait que les quilombos du Brésil, que les palenques de Colombie ou que les républiques marronnes des Blue Mountains de la Jamaïque, dont l'autonomie était pourtant reconnue, signée par un gouverneur. Donc cette indépendance d'Haïti, en 1825, ne vaut pas grand-chose au regard de la logique de puissance qui prévaut dans le monde. Et on peut dire que même la déclaration de Monroe de 1823, qui en principe interdit les puissances américaines, n'est pas un parapluie suffisant pour Haïti. Nous ne sommes pas sûrs que cette solidarité aurait joué en notre faveur. Mais de l'autre côté, en face, la France ne va pas mieux. J'ai beaucoup aimé votre présentation hier, professeur Kawas, parlant donc de cet impérialisme, en fait, de la douceur de la France. C'est-à-dire, en 1825, la France n'a plus les moyens qui étaient les siens à l'âge d'or, on va dire, des conquêtes napoléoniennes. Haïti a joué quand même un rôle en 1803 avec la défaite de Vertières, enfin, défaite française, la victoire haïtienne, 18 novembre 1803, avec comme conséquence l'effondrement du rêve impérial français, anticipé par la vente de la Louisiane, cette même année 1803. 1805, c'est la défaite de Trafalgar, qui met littéralement en vrac la marine française. Pour ne rien dire de 1815, la défaite de Waterloo. Donc comment voulez-vous que 10 ans plus tard, en 1825, la France puisse revenir dans la Caraïbe et faire la loi avec les prétentions d'une puissance, sous le regard de l'Angleterre, en principe. C'est-à-dire, les deux puissances sont rivales. Et il est hors de question de laisser la France revenir en position de force dans la Caraïbe parce qu'elle menacerait directement la Jamaïque, qui est, pour ainsi dire, la perle des Antilles pour les Britanniques. C'est-à-dire, par conséquent, que, et c'est mon interprétation, ma lecture géopolitique de la mission de Mako, c'est un immense poker menteur, c'est un bluff, où la France roule de la mécanique, fait monter la pression sur la tête des Haïtiens en menaçant, si vous voulez, des foudres de Jupiter, Port-au-Prince, les principaux ports, si les Haïtiens n'obtempèrent pas. Mais, et ici, je dois rendre grâce à mon collègue Jean-Claude Breffard, à Madame Clara Gousty-Gaillard et au regretté Marcel Dorigny, avec lesquels nous avons écrit ce petit ouvrage, Les chaînes de la dette. Il y a presque un pléonasme à dire les chaînes de la dette, parce que la dette par elle-même, elle enchaîne. Vous voyez ? Eh bien, dans ce petit ouvrage, où nous faisons un retour sur le rapport publié par le baron de Mako
au moment de son retour en France, où il se félicite d'être revenu avec, en ayant fait un carton plein. C'est bingo. Il a tout obtenu des Haïtiens sans avoir à tirer un seul coup de feu. Et dans tout le détail des négociations qu'il a avec les Haïtiens, moi personnellement, j'ai été étonné par le ton obséquieux, presque mellifère de Mako pour parler aux Haïtiens, les félicitant sur, y compris leur beauté physique. La beauté physique de Boyer leur a particulièrement frappé. Son trait abyssant, etc. Tout ça pour dire que les Français ne sont pas venus dans la Caraïbe pour faire la guerre, mais pour faire des affaires. Les Français sont venus dans la Caraïbe pour obtenir des Haïtiens le statut de la nation la plus favorisée, parce que Haïti est devenu, entre-temps, une véritable poule aux œufs d'or. Et dans cet accord, dans ce gentleman agreement, qui est une décision d'État, bien sûr qu'il y a des réticences du côté haïtien. On se souvient, on a évoqué ici le traitement brutal réservé par le roi Christophe aux émissaires français de Louis XVIII. On sait également les réticences et les manifestations qu'il y aura au prince pour empêcher l'embarquement des caisses d'or. C'est dire que personne n'est dupe dans l'affaire. Mais cependant, la vérité, le socle de tout ça, c'est que la liberté n'a pas de prix. Et c'est ça la réponse des Haïtiens au reste du monde. La vérité, c'est que la liberté n'avait pas de prix et que nous étions prêts à payer n'importe quoi pour assurer aux descendants d'esclaves la garantie qu'ils ne seraient plus remis dans les chaînes. À ce titre, je dois dire que c'est un pari sur le futur qu'ont fait les Haïtiens. Et j'ai envie de dire que cette logique de puissance, moi personnellement, j'essaye de la conceptualiser dans le cadre de ce que j'appelle une géopolitique des faibles. La France n'a pas les moyens de reconquérir Saint-Domingue. Dans le cas contraire, il n'y aura pas eu d'ultimatum. Comme dit Wole Soyinka, le tigre ne chante pas sa tigritude, le tigre rugit, il attaque. Mako serait arrivé, il l'aurait tout simplement envahi s'il avait les moyens de le faire. En créole, on dit « d'empouiller une fosse sous bon ennemi ». C'est-à-dire qu'on trouvera toujours plus faible que soi. Et dans cette géopolitique des faibles, Haïti était bien entendu la partie la plus tendre. Mais c'est aussi la partie aujourd'hui, et en tant que victime, je m'arrêterai là-dessus, pour dire que Haïti est entré dans l'histoire pour faire de la question de la liberté une conquête universelle. Nous y revenons aujourd'hui pour rappeler au reste du monde que les frontières étatiques, telles qu'elles ont été établies, on va dire, depuis le système de Westphalie, et qui est à l'œuvre dans cet accord léonin entre un grand et un petit pays, eh bien, cette logique, je ne dirais pas qu'elle est morte, mais elle est aujourd'hui concurrencée par une autre logique, la logique des peuples, la logique d'une éthique universelle, au sens spinozien du terme, au sens de valeurs dont nous considérons qu'elles sont préférables à tout autre. Et si je vous ai demandé de vous mettre debout aujourd'hui, c'était pour vous montrer que nous sommes intellectuels, chercheurs, artistes, haïtiens, français, et je vois ici des Américains, des Latino-Américains, tous d'accord pour dire que cette dette, elle était odieuse. Tous d'accord pour dire que la France ne peut pas rester insensible au sort d'Haïti qui se trouve aujourd'hui au bord d'un trou noir. 1 300 000 personnes déplacées dans la région métropolitaine, c'est-à-dire plus d'un habitant sur 5 dans la région métropolitaine. Plus d'un Haïtien sur 10 se trouve aujourd'hui en situation d'abri. 6 millions de personnes menacées de famine. Vous voyez ? Or, Haïti se trouve à quelques encablures de Saint-Martin. Nous sommes l'un des contribuants les plus fringants à l'histoire de la francophonie. Dany Laferrière siège sous la coupole avec les immortels, voyez.
c'est dire que la France ne peut pas rester insensible au désespoir d'Haïti. Et s'il fallait faire un lien entre la dette et la situation contemporaine, c'est pour dire qu'une dette, en particulier une dette morale, puisque c'est de cela qu'il est question dans la déclaration, à la fois du président François Hollande, mais réitérée par le président Macron, eh bien, toute dette oblige. Toute dette se traduit par un enchaînement. Et je terminerai par la citation d'une philosophe que j'aime particulièrement, c'est Hannah Arendt, qui dit que de notre histoire au passé douloureux, nous avons une alternative, une double alternative. C'est le pardon assorti de la promesse. Nous, descendants d'esclaves, nous ne pouvons que pardonner notre mise en esclavage par sursaut d'humanité. Ou alors nous allons nager dans la récrimination jusqu'à pendant le reste du temps. Et je dois vous dire que, et je parle au nom de mes compatriotes, nous ne passons pas notre temps à nous ressasser cette histoire de l'esclavage. Quelqu'un me faisait remarquer l'autre jour qu'en Haïti, le mot esclave n'existe pas en créole. C'est une création récente. Les restes avec existent, mais ce n'est pas la même chose. Le pardon par sursaut d'humanité, pas pour arracher la page, mais pour la tourner, à condition de bien lire ce qu'il y a dedans. Et ce pardon doit être assorti d'une promesse. Et c'est là qu'on attend la France. La promesse que ça ne recommence pas dans l'histoire. Et la promesse, surtout, d'avancer ensemble. La promesse de considérer que les frontières étatiques qui, jusqu'à présent, instituent en affaires d'État les troubles et les conséquences de cette dette ont été largement abolies par l'activité des gangs, l'activité des groupes mafieux, l'activité des assassins qui aujourd'hui ensanglantent les rues de Port-au-Prince. Et c'est pour ça que, en vous demandant de vous mettre debout, en fait, vous avez anticipé un geste à la fois éthique et mental de soutien à l'Haïti, non pas uniquement eu égard à 1825, mais eu égard à toute la contribution de ce pays à l'histoire des libertés. Parce que, comme je le dis souvent à mes étudiants, en particulier ceux qui ne sont pas racisés, comme ils sont géographes et qu'ils sont appelés à se rendre dans des pays étrangers, on va leur rejeter à la tête les histoires de négriers et de colons. Je leur dis, vous devez vous aussi assumer l'héritage de Boukman, de Toussaint Louverture, de Dessalines, parce que sans leur lutte, vous non plus, vous ne seriez pas libres aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Jean-Marie pour ces mots qui, je pense, ont touché la salle pour de vraies raisons. On sent qu'il se passe quelque chose, je pense, on le sent tous aujourd'hui pour Haïti aussi, et l'émotion que tu as mis dans ces mots traduit aussi cette dette morale qui est évidente pour tous. Néanmoins, on est obligé de revenir aussi à la réalité qui est le rapport de force. Le rapport de force politique qui est pas favorable aujourd'hui à Haïti, et j'aimerais qu'on parle de cet aspect-là ensemble.
même si vous n'êtes pas des spécialistes d'Haïti aujourd'hui, tous vous avez conscience aussi que pour que les choses avancent de ce point de vue-là, il va falloir peut-être aller vers cette question quand même des moyens de l'aide, des moyens de la restitution, quel mode ça peut prendre. Vous avez évoqué tout à l'heure, Denis, le fait que la France a déjà, d'une certaine façon, tenté de réparer à travers l'aide. Je vous rappelais tout à l'heure qu'effectivement la France, l'an dernier, a donné 40 millions, en gros, d'euros à Haïti, sous différentes formes. Une aide humanitaire, une aide au développement et une aide plus récente et plus importante à la sécurité. Dans ce pays où la sécurité est un enjeu pour asseoir tout le reste. Aujourd'hui, des régions d'Haïti qui ne connaissaient pas la violence des gangs, comme l'Artibonite, sont aujourd'hui assaillis également par cette insécurité, avec un pays qui peut tout à fait basculer si la situation sécuritaire n'était pas endiguée. Et vous le savez, c'est un enjeu au moment où la principale aide de ce pays, Haïti, est aidée principalement financièrement par les États-Unis. Et vous le savez qu'avec cette alternance politique aux États-Unis, les choses ont changé et ont commencé à changer avec le gel de l'aide, notamment américaine, à Haïti. Et tout ça est un contexte, évidemment, pour ce débat sur la dette. Comment obtenir aujourd'hui concrètement une aide pour ce pays qui corresponde à cette dette morale que vous venez d'évoquer? Je voudrais, à ce moment précis-là, peut-être prendre des questions de la salle sur tout ce que vous avez pu entendre. Ça nous permettrait peut-être de rebondir utilement dans ce débat. Est-ce que, pour certains, vous voulez réagir à ce qui a déjà été dit, ou est-ce que vous avez peut-être le micro, je ne sais pas où il est.